Bonjour à tous, l'équipe de 300 millions de critiques a décidé de passer une partie de l'été avec vous en vous proposant de découvrir ou de redécouvrir quelques temps forts de nos débats culturels de la saison. Pour cette première édition du meilleur de 300 millions de critiques, nous avons choisi quelques instants privilégiés où nos chroniqueurs ont débattu autour de valeurs sûres de la musique francophone. 300 millions de critiques s'est aussi intéressé cette saison au 7e art. Nous avons parlé entre autres du dernier film de Claude Lelouch, d'un documentaire canadien original, d'un film belge déjanté, enfin bref, de cinéma. Nous reverrons aussi quelques temps forts du traditionnel Zap Culture. Et pour commencer ce numéro, nous vous proposons d'explorer une facette méconnue du talent de Guillaume Durand. Il s'y connaît en culture, mais il s'y connaît également en météo. Regardez. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans la joie, la bonne humeur et le soleil sur Paris. Nous sommes sur la terrasse de l'Institut du Monde Arabe. Vous découvrez derrière moi évidemment Notre-Dame, tous les grands musées, la Seine et déjà des dizaines de personnes qui sont en train de marauder tranquillement et de flirter sur les bords donc de cette Seine chantée par les poètes. Regardez le paysage derrière moi, c'est le climat de Paris donc au début du mois de janvier. Le ciel est bleu et Notre-Dame est illuminée par un soleil extraordinaire. Nous sommes ravis de vous recevoir, nous sommes à l'Institut du Monde Arabe, il fait toujours beau. Nous allons passer en revue l'actualité culturelle francophone et vous le voyez, l'ambiance est au beau fixe puisqu'il fait un temps magnifique sur Paris, derrière moi la Tour Eiffel, Notre-Dame que vous découvrez donc dans les quartiers historiques de la capitale. Malheureusement, il pleut sur Paris. Mais heureusement, nos chroniqueurs sont habillés légèrement car leur esprit va vagabonder autour des sujets que vous allez découvrir. Mathieu Dugal, vous le regardez Mathieu? Eh bien, figurez-vous que dans son beau pays, il fait moins 40 au Québec. Et regardez-moi ce petit décolleté profond. Ça conserve le froid. Ça conserve. Hein? Ouais. Vous faites comment au Québec pour vivre par moins 40? Bon, on s'habitue, hein? On est né là-dedans, donc... Dans la glace. Ouais. Dans la glace. Donc on vit dans les caves, dans les... Ben non, on vit très bien notre Vous ne hiver. sortez pas dehors? Ben, souvent. Vous viendrez faire un tour, vous allez voir. Non, mais Walt Disney a payé très cher pour être cryogénisé. Hein? Ouais. Nous, c'est naturel. Nous sommes ravis de vous accueillir donc sur la terrasse de la Fondation Cartier, grande fondation d'art contemporain. Vous voyez, le ciel est un petit peu mitigé, mais nous sommes ravis de vous retrouver pour évidemment analyser avec mes camarades l'essentiel de l'actualité culturelle francophone de la semaine. James Bond, c'est toujours des films d'action avec des sortes de catastrophes ambulantes qui tombent tout d'un coup brutalement sur Paris, une sorte d'orage spectre est derrière nous. Paris et tous les monuments magnifiques, bonjour à vous tous qui sont derrière moi puisque nous sommes à l'Institut du Monde Arabe sur cette magnifique terrasse. Je réemploie donc le mot magnifique, mais c'est vraiment le cas puisque nous sommes quasiment en plein été. Et dans les débats musicaux de cette saison, nous avons évoqué l'album cajun et francophone de Charles-Élie Couture, nous avons parlé du belge Arnaud, nous avons fêté les 50 ans des élucubrations d'Antoine, nous nous sommes posé la question de l'omniprésence de Serge Gainsbourg et nous avons parlé du très discret Gérard Manset. J'aime beaucoup Manset depuis longtemps. J'ai découvert adulte, quoi. J'ai pas écouté enfant, donc c'est pas des souvenirs émotionnels comme ça liés à l'enfance, mais j'ai découvert peut-être 25 ans. Et j'écoute beaucoup, souvent. Alors là, ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté, je me suis replongé dedans. Et Matrice, c'est un disque très compliqué aussi. Je me rendais pas compte à quel point il est... C'est vrai que... Alors, c'est des arrangements assez datés, un peu hard rock, comme ça, variété, c'est assez curieux. Et en même temps, ça a beaucoup de charme. Alors, quand on les sort et qu'on essaye de faire autre chose, bah, je suis en plein dedans. Mon cher Yves Bigot, bonjour. Bonjour Guillaume. Bienvenue, vous êtes une sorte de spécialiste de Gérard Manset, incontournable dans ce sujet. Alors, au fond, il faut, pour ceux qui ne le connaîtraient pas dans l'espace francophone, rappeler un petit peu cet itinéraire très très particulier d'un homme qui a commencé sa carrière en 68, 69. Mai 68, voilà. Animal on est mal, un des hymnes de mai 68, avec Il est 5 heures, Paris s'éveille, et aussi la cavalerie de Julien Clerc. Voilà. Qui est-il et pourquoi Raphaël a-t-il décidé de lui rendre hommage? Avec Raphaël, il y a une filiation qui est à la fois artistique, mais qui est aussi une filiation de l'existence, puisque la manageuse de Raphaël est la fille aînée de Gérard Manset, Caroline Manset, et que par ailleurs,
Gérard a toujours écrit ou coécrit avec Raphaël un titre sur un des albums de Raphaël, dont certains ont été parmi les best-sellers des années 2000, Caravane. notamment l'album Caravane. Alors, comme Gérard, qui est un personnage effectivement assez mystérieux, un grand voyageur, quelqu'un de très introverti, qui est un peintre, un photographe, un écrivain aussi, mais qui veut tellement tout maîtriser que la scène est quelque chose qu'il a beaucoup tenté, mais un pas qu'il n'a jamais réussi à franchir. Et pourtant, je l'ai accompagné souvent dans des concerts, donc je peux témoigner de l'attrait que ça a pour lui. Mais il l'a donc un peu fait par l'intermédiaire de son héritier, qui est Raphaël. Donc, lors de cette création, vous l'expliquiez très bien aux Francopholies de La Rochelle l'été dernier, où donc le but était de faire vivre ou revivre, comme une des chansons de Manset, qui est le générique d'un film de Léo Carax, ce répertoire. Alors celui de l'album Matrice, que Raphaël a d'ailleurs enrichi de « Il voyage en solitaire », qui est le morceau que tout le monde connaît de Gérard Manset, de la chanson Revivre aussi. Alors d'une manière évidemment avec la pression que vous imaginez, parce qu'il est donc managé par la fille de l'artiste qu'il connaît, avec lequel il travaille par ailleurs, et en présence de Gérard Manset, que personne n'a vu, à part 2 ou 3 d'entre nous, qui étaient cachés dans le local lumière du théâtre de la Coursive à La Rochelle, et qui est parti au moment des applaudissements à la fin, se cacher à son hôtel à 200 mètres de là, alors que le public, pendant 10 minutes, l'acclamait debout en espérant qu'il se montrera. Mathieu, le mystère Manset vous attire-t-il? Moi, je veux dire que, a priori, c'est pas un style que j'aime beaucoup personnellement, même si je reconnais quand même la valeur de ce gars-là. Et je voulais savoir, moi, vous qui le connaissez beaucoup, est-ce qu'il vous a parlé de Claude Éveillé? Parce que, en fait, c'est quelqu'un... J'ai l'impression, je regarde sa carrière, c'est quelqu'un qui était un bon... qui vient en appui aux gens. Il est allé très tard vers Bachung, qu'il admirait beaucoup. Et dans les années 70, il a contribué beaucoup à un certain son, Claude Léveillé, parce que Claude Léveillé est venu ici à Paris, il a enregistré avec Manset. D'ailleurs, parmi les œuvres les plus originales de Claude Léveillé, c'est avec la musique, avec les arrangements de Gérard Manset. À pas compter dans les cloaques, avancer, pieds nus dans les flaques. On s'enlise dans la gadoue, à la mode de chez nous. Voilà pour Charles-Élie, qui est-il un personnage assez particulier, parce qu'il a commencé par faire une carrière grand public, puis tout d'un coup, il s'est un peu éloigné de ce chemin, il est même allé faire de la peinture aux États-Unis, et le voilà donc en Louisiane. Michel, Charles-Élie Couture. Oui, c'est un très joli album, ça s'écoute très plaisamment, c'était un brin inattendu quand même. Il faut dire que voilà, Charles-Élie se fait des fois rare en termes de musique. En Suisse, ça fait un moment, je pense qu'il n'est pas venu jouer, même si voilà, il a toujours été apprécié, on a écouté ses albums, on les a découverts. La Suisse qui a un rapport, alors pas avec Charles-Élie Couture, mais avec la Louisiane, qui est évidemment très différent de ce que vous pouvez avoir avec la France, parce que ça ne correspond en rien avec l'histoire du pays. C'est pas non plus l'histoire de l'émigration en Suisse. Les Suisses n'ont pas immigré en Louisiane. Donc voilà, il y a un regard sur la Louisiane et la francophonie de la Louisiane qui est finalement assez exotique, assez éloigné. Il y a tout de même un groupe, alors en Suisse, c'est assez drôle, il y a un groupe qui est très connu de l'underground qui s'appelle Mama Rosin. Qui a été qualifié... Très bon groupe. Ouais, merci, voilà de le dire, qui était qualifié par les Inrock de meilleur groupe suisse du monde à une époque, qui a même reçu le International Music Award, Underground Music Award, alors que Tom Waits chez eux l'ont juré. Enfin, vraiment, c'est un groupe qui mérite d'être écouté et qui reprend une partie de la musique cajun. En tout cas musicalement, mélangé avec un esprit punk comme ça. Et là, encore une fois, on emprunte au niveau musical, on emprunte au niveau instrumental, parce qu'il y a la guitare électrique et de l'accordéon, mais pas au niveau culturel véritablement. Vous êtes plus tourné vers les Allemands, les Italiens, les francophones, mais dans une autre version. Oui, ou les Anglais directement, ou vraiment le monde anglo-saxon, que ce soit les Anglais ou les Américains. Mais ça comme tout le monde.
Alors, j'allais dire. encore plus en Suisse, on va dire, de par, on va dire, le mélange des langues, même si voilà, il y a une affinité évidemment dans la partie francophone avec le français, c'est une évidence. On est tourné vers la France, on est tourné vers Paris pour la culture. Mais c'est vrai qu'au niveau musical, on avait déjà eu l'occasion d'en parler quelques fois. Des fois, ça saute la partie, on va dire, française lorsqu'elle est reprise. On va plutôt directement à l'origine, c'est-à-dire du côté anglo-saxon, anglais ou américain, sans passer par le sas français. Voilà l'album de Charles Lee, ma chère Pascal. Alors nous, en Belgique, on aime beaucoup Charles-Louis Couture, justement, parce qu'il a un esprit libre et on aime ça. Le fait qu'il soit chanteur, peintre, il le dit lui-même, hein, je suis un peintre qui chante, un chanteur qui peint, voilà, ça ne nous dérange pas. Mais cette francophonie louisianaise, est-ce qu'elle a un écho quelconque chez vous? Oui, et alors justement, cet album, je trouve qu'il il est particulièrement... Enfin, il lui ressemble beaucoup parce qu'il réalise aussi ce rêve. C'est-à-dire, il le dit hein, dans toutes les interviews. J'ai réalisé le rêve de vivre à New York parce que c'est le pays de ses artistes préférés, mais il rêvait aussi d'enregistrer cet album dans cette petite partie francophone. Voilà, et donc ça lui ressemble beaucoup. Et alors surtout ce studio Dockside, moi je vous conseille d'aller voir sur le site. Il y a des vidéos, des enregistrements. Et alors il est là en chef d'orchestre, c'est magnifique. Il est tout à fait dans son élément, avec tous ces instruments que lui aussi a découverts, hein, parce que la lessiveuse, là, c'était pas non plus. Et donc voilà, moi je pense qu'il va avoir une belle carrière en Belgique. En tout cas, les critiques sont positives. Old too soon, smart too late, young too short, stupid too long. There's a time in life you have to protest. There's a time in love you have to take a rest. Je suis un vieux motherfucker. Qui se lance? Allez, Yves, l'homme de la musique. C'est quelqu'un d'extrêmement prolixe. Hein. Alors, il produit beaucoup, il joue beaucoup au cinéma aussi. Et puis, qui est ce personnage incroyable, hérité des années 60, hein, parce que c'est un genre de hippie égaré dans les années 2000, hein, Arnaud, avec sa spontanéité, en même temps avec un cynisme, mais une grande générosité, et puis qu'on a pu alors, comparer avec cette rossité, et puis ce blues, à Tom Waits, parfois à Jacques Higelin. Moi, je vous dis, je trouve qu'il a le même genre d'esprit, alors très différent, hein, puisque, encore une fois, c'est un Belge, donc il a tout ce surréalisme, cette autodérision incroyable, mais il y a quelque chose de Gainsbourg dans sa fulgurance, dans ses aphorismes, même si en tant que musicien, ils sont tout à fait différents. Hein. Gainsbourg, c'était un dandy qui faisait des choses très élégantes, etc. Alors que Arnaud, lui, il va... Voilà, hein, il va au fond C'est du... son vieux fond blues. Voilà, il va au fond du verre de bière. C'est-à-dire que lui, quand il boit de la chimée bleue, il boit juste ce qu'il ne faut pas boire, parce que c'est ce qui vous envoie immédiatement aux toilettes en courant, mais il boit la lie qui est... Je vous rappelle que nous sommes une émission culturelle. Ce qui est amusant, c'est que les Belges se méfient un petit peu de ce côté authentique. Là, je voyais des critiques de Belges, hein, de journalistes musicaux belges, qui disaient oui, les Français l'aiment bien, ils le trouvent très sympathique, et ils trouvent que parfois il fait un peu trop folklorique, c'est-à-dire qu'ils se demandent si Arnaud... Alors, moi, je ne doute pas vraiment de son authenticité, mais s'il ne fait pas un peu trop dans le côté belge sympathique avec son humour, je n'oserais pas dire à deux balles, mais enfin quand même l'humour qui... C'est vrai qu'il a le sens de la formule, en tout cas Arnaud, et les Belges disent oui, bon, bah, peut-être qu'il en fait un petit peu trop pour séduire les Français parce qu'ils attendent ça d'un Belge. Et c'est vrai Gainsbourg, il n'en faisait pas du tout trop. Hein. Si, mais alors mais après, moi je parle des Belges. C'est vrai que ça m'a amusé. Tom Waits, il n'en fait pas du tout trop non plus. Hein. Non, mais ça m'a amusé cette Alors, critique. faites attention, c'est votre patron. Hein. Non, mais Faites très attention. je trouve que, en tout cas, c'était leur regard sur leur artiste, puisqu'ils le connaissent mieux, en tout cas mieux que moi. Non, moi Arnaud, je l'aime bien parce que c'est vrai qu'il a cette voix de whisky clope, et puis c'est vrai qu'on se dit que c'est vraiment le rocker. J'aime bien. Il dit aujourd'hui les rockers sont des coiffeuses. Voilà, toujours le sens de la formule, c'est-à-dire pour lui, il y a plus de rocker, il y a lui le old motherfucker. Voilà, et que lui, il n'est pas vraiment dans la révolte, mais au moins il est tel qu'il est. Il n'essaye pas ni de cacher son âge. Après, c'est vrai qu'il a un côté très romantique quand il dit la chanson Quand je pense à toi, quand ta langue est rentrée. Je vais dire un truc qui va vous paraître. Il a tout simplement un côté Johnny. Oui, mais il alors, a tout simplement toute la musique. Mais moins raffinée que Johnny, parce que toute la Arnaud, il est musique là, brut. elle vient du blues. Enfin, il y a cette histoire-là que je trouve assez bien incarnée par Arnaud, même si c'est pas un grand créateur. On peut tous être d'accord sur l'idée que il est quelqu'un qui vient de cette génération, qui a d'abord et avant tout aimé le blues, qu'il a réussi à l'adapter à sa langue, ce qui n'est déjà pas si facile que ça, parce que faire du B.B. King en français ou du Booker T and the MGs en français... Qui n'est pas sa langue natale. Voilà, Je rappelle c'est quand même que très Axel compliqué. Red,
et Arnaud sont des Flamands qui font carrière en chantant français. Oui, mais il y a- avec des ascendants Mais il y a aussi le côté humoristique qu'il revendique, encore une fois, quand il dit que ma langue est comme une nouille sautée dans ta bouche, ou alors quand il salue, enfin, il boit la santé des cocus du monde entier. C'est comme ça qu'il clôt cet album. Bon, voilà, on sent qu'il y a toujours cette verve, cet vous plaît. humour, oui, que je trouve plutôt réjouissante. Oh yeah. Ma mère m'a dit Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit ma mère, va-t'en si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît. Oh yeah. Qui s'y lance? D'abord, il est très sympathique, Antoine, très sympathique. C'est un marin, je préside le musée de la marine, donc j'adore cet homme. Il a vécu la vie qu'il voulait vivre et il la vit, etc. Donc, qu'on l'emmerde pas. Ceci dit, c'est d'une faiblesse totale et que la France, pour 50 ans encore, après, parler de ça et faire des émissions là-dessus. Regardez comme elle subit, Et regardez. Franchement, c'est sympathique, ça, c'est mignon, mais ça ne fait pas partie d'un patrimoine artistique. Et je pense quand même que la jeune génération s'en tape l'œil totalement. Moi, ça m'amusait à l'époque, mais ça m'a laissé quand même des souvenirs assez médiocres. Et je trouve bien, Vous en n'êtes effet, pas un de peu le d'un grand défendre. glaive. Ça, c'est vraiment le Quai d'Orsay qui parle de... Non, je trouve ça... Alors moi je On a suis le droit de amère et Non, mais haine, bien et sûr. donc Avec Olivier. Estelle, là-dessus. Oui, je suis d'accord avec vous, Olivier. La question, elle n'est pas, Olivier, elle n'est pas celle du patrimoine, elle est sociologique Oui. concernant cette Oui. chanson. Enfin, c'est que vous le il vouliez, a pas beaucoup Estelle et vous, transformé sa ou société, non, la société. mais c'est une Moi, j'ai des une- 3 ou 4 chansons sociologiquement les plus importantes des années 60 en France. Il faut que vous sachiez aussi qu'à l'époque, c'était la grande bataille des radios périphériques et que ça a joué un rôle considérable dans l'évolution de cette culture, parce que c'était Europe 1 contre RTL. Les uns défendaient les autres ou attaquaient les autres pour de pures raisons qui étaient des raisons évidemment de concurrence, c'est bien normal. Il est Les arrivé en même temps que la élucubrations. télévision couleur. Donc ça a Comment été- il est arrivé en même temps que la télévision couleur. en plus. En même temps, sur le fond, il y a une chose qui me paraît aussi importante dans la décrédibilisation de cette culture-là, c'est qu'il y a quand même beaucoup de jeunes Français à l'époque qui, découvrant, alors là, on revient à un truc sérieux, découvrant les grands historiens américains, se sont dit finalement, peut-être qu'une partie de cette culture française classique qu'on adorait, celle de Brel, Brassens et les autres, fait partie de cette espèce de France moisie qui aurait joué un rôle un peu obscur pendant l'occupation. Il y a beaucoup de gens qui, après avoir lu Paxton, sont passés directement à la culture anglaise, donc au rock'n'roll, considérant que tout ce qui était français était bizarre et louche. Regard toujours aussi présent, iris pleinement absinthe. Il est inscrit Fulbert, il faut passer l'aspirateur dans ma chambre à coucher, car j'ai piqué une crise de rage sur une cassette que je n'ai pu extraire et que j'ai cassée, ainsi que l'appareil à coups de marteau. Bonnes vacances, Serge. 25 ans après. 25 ans. Ouais, et à la mort de Gainsbourg, est-ce que vous croyez donc à sa postérité? D'abord, sa postérité, elle est devenue internationale. Puisque aujourd'hui, de Tame Impala à The Last Shadow Puppets, en passant par Beck et beaucoup d'autres, voilà, le monde anglo-saxon se revendique de Serge Gainsbourg, alors notamment de l'album L'histoire de Melody Nelson, qui est celui qui a été un four financier absolu. Absolu, comme l'homme à la tête de chou, hein, entre 10 000 et 15 000 ventes à l'époque. Sa maison de disques voulait lui rendre son contrat. C'est pour ça qu'il a enregistré après des chansons ridicules comme Si Sex and Son ou La Micaouette. Hein, c'était juste pour pouvoir continuer à enregistrer ses albums à côté. Mais pour nous, je dirais simplement que Gainsbourg, c'est la culture. Mathieu Dugal, qu'est-ce que vous pensez de Gainsbourg? Ben écoutez, l'héritage Gainsbourg, il est clair. C'est quelqu'un, vous l'avez dit, qui a été repris par le monde anglo-saxon, ce qui est loin d'être le cas hein, des grands chanteurs français. Et il y a un aspect musical aussi qui a traversé les styles. Parce qu'il ne faut pas oublier que Gainsbourg, dans le monde du rap, est quelqu'un qui est extrêmement repris. Il est remixé. Danger Mouse a repris des extraits. De La Soul a repris des extraits, tout à fait. Et donc, Beck s'y est abreuvé. Et donc, ce qui est fascinant, c'est que c'est tant quelqu'un dont les origines vont chez Musset. Il a même déjà mis Musset en musique. Et en même temps, il a un pied dans le 21e siècle. Et tout ça dans un grand écart où la musique est très importante. Il ne faut pas oublier que chez lui, la musique classique est extrêmement importante. Son père était pianiste et il l'a revendiqué. D'ailleurs, il disait à la fin de sa vie, il dit, moi, un des grands héritages que j'ai eu, c'est mon père qui jouait Shostakovich, c'est mon père qui jouait Rimsky-Korsakov, Bach,
Schoenberg, il y avait une culture musicale, mais hallucinante. Les Juifs russes. Pardon? Les Juifs russes. Oui, en fait, oui, en l'occurrence. oui. Il y avait une culture musicale qui était vraiment très grande. Et d'ailleurs, les musiciens s'y sont reconnus parce qu'on regarde, par exemple, quelqu'un comme John Zorn. John Zorn est allé faire un album, Great Jewish Music, qui est absolument incroyable. Et il est allé chercher, donc, chez Gainsbourg, quelque chose qui était universel. Et chez les musiciens, donc, de l'avant-garde américaine, Gainsbourg, ça fait partie des meubles. Et c'est pas le seul. Et donc, c'est incroyable de voir qu'aujourd'hui, il va parler encore à des jeunes chanteurs. Au Québec, il y a un album qui vient de sortir, produit par Stéphie Choc, 12 belles dans la peau, avec des chanteuses québécoises qui reprennent Gainsbourg. Alors, ça va parler à ces femmes-là. Et ça va parler à des musiciens d'avant-garde aux États-Unis. Bref, le registre de Gainsbourg, 25 ans après sa mort, est toujours aussi grand, sinon encore plus, parce qu'il parle encore à une période qu'il n'a pas connue. Il faut simplement rappeler que le livre de référence sur Gainsbourg, c'est la biographie que lui avait consacrée notre ami belge Gilles Verland, Qui malheureusement nous a était quittés. le biographe de Serge et de Jane Birkin. 300 millions de critiques, le meilleur de la suite. Notre émission a également été cette saison le théâtre de quelques échanges très chauds entre l'animateur et nos chroniqueurs. Par exemple, j'ai découvert que Cléopâtre avait inventé, bon ça vous le saviez certainement tous, le premier vibromasseur. C'était un petit peu dangereux parce que c'était avec des abeilles. On ne le savait pas tous. Voilà, elle mettait des abeilles dans une feuille de papyrus. Bon, il fallait que ça tienne bien, mais voilà. Donc on apprend plein de choses comme ça. Je disais au début de cette émission qu'il y a des textes pour des journaux féminins en Italie. Donc des textes de commande. Et effectivement, il y avait un texte sur les femmes fontaines. Après, vous avez un texte absolument hilarant. Vous pouvez nous expliquer, Guillaume, ce que c'est une femme fontaine? C'est une femme qui a des problèmes de bonheur, avec le bonheur. C'est pas parce qu'il y a un jour, il y a eu Dada qu'il faut Vous êtes imaginer venu que... pour le flinguer, quoi, c'est ça qui est bien. Oui, enfin, il faut bien, parce qu'il a un gros... Il y a plein de sujets qui se passent en Suisse en ce moment. Il a un gros agenda culturel. Voilà. Il y a des grandes expositions partout, du buffet, on en parlera peut-être un autre jour, etc. Bref. Et je vous laisse une dernière définition, un astiqueur de tige. Je vous laisse deviner de quoi il en retourne, donc, ou alors vous le découvrez en lisant ce livre, qui est très drôle, Les Doreurs de Pilule. C'est aux éditions Atelier Henri Bougier. C'est un lien avec la botanique. Le botanique. C'est un lien avec la botanique. Évidemment. Voilà. Un astiqueur de tige. Il y a une qualité dans l'art et dans la musique, c'est que je sais pas si on dirait que je fais mon numéro, qu'il y a une qualité d'abstraction et donc d'imaginaire qui me paraît plus caractéristique Mais cela de dit, ce qu'est il y a de l'art. le monde contemporain que de toujours raconter l'attaque de la diligence ou le mari qui est jaloux de sa femme ou cette ce brutal désir qu'habite votre voisin Michel depuis que vous avez mis des bottes rouges. Pour moi, vous n'êtes qu'un monochrome rouge, alors que Michel, pour Michel, Non, vous n'êtes une femme. Alors allons-y. Pas brutal, Guillaume. Et 300 millions de critiques aiment aussi le cinéma. Nous avons exploré à la marge de la francophonie en parlant d'un film iranien accueillant des artistes francophones. Nous avons parlé d'un documentaire canadien, d'une expérience belge, d'un film sur Céline et du romantique film de Claude Lelouch, 1+1. C'est un grand honneur pour l'ambassade de France de saluer la présence d'Antoine Abélard, grand compositeur français. Madame l'ambassadrice, ça vous manque un peu la France? Pas du tout. Ici, je sais pas, je me sens proche de la Terre, proche des astres, proche du cosmos. Vous vous moquez de moi. Oui, je me moque de vous, évidemment. Vous partez en voyage? Sur le chemin de la fertilité. Le chemin de la fertilité. Oui. Et ça serait pas plus simple de faire régulièrement l'amour? Non, enfin, on n'y arrive pas. À faire l'amour? Ah bah non. Ah oui. Et votre mal de tête, il en est où? Il est là, il vous entend. Vous savez ce qu'ils disent, les Indiens? Ce qui compte dans cette vie, c'est de préparer la prochaine. Estelle, Oui. aujourd'hui, Oui, je suis flattée. Voilà. C'est la journée de la femme aujourd'hui. Donc, je vais faire un coming out. J'ai beaucoup aimé le film de Lelouch, 1+1. Ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie aussi bien en regardant un film de Lelouch parce que, bon, d'accord, il refait pour la énième fois Un homme et une femme. Donc là, c'est 1+1. Mais je trouve ça assez culotté de sa part de faire une comédie romantique, comme vous l'avez dit, avec des quadras limite quinca. Donc voilà. Et je dois dire que, bon, dans la salle, j'étais peut-être un peu la plus jeune.
jeune. C'est pas grave, mais en tout cas, j'ai trouvé ça très... non, j'ai trouvé que c'était un beau film. Déjà parce que ça se passe en Inde, alors Les effectivement... images sont magnifiques. Alors certains disent que c'est trop folklorique, peut-être, mais en tout cas, ça nous fait voyager. Moi, ça m'a fait partir pendant 2 heures ailleurs. Et Jean Dujardin cabotine, mais bon, je suis un peu amoureuse de Jean Dujardin comme la moitié de la planète, je pense. Donc Comme j'ai la moitié été... de la planète, oui. Oui, de la planète. Ah, Enfin, vous êtes amoureux de la moitié de la planète? non, juste de Jean Dujardin. Et donc voilà, et donc j'ai trouvé qu'il cabotinait à fond, mais moi j'étais totalement, voilà, j'y ai cru à ce couple entre Jean Dujardin et Elsa Zilberstein. J'ai vraiment trouvé qu'il y avait une alchimie qui se créait entre les deux. Et après il y a toute cette Inde. Et ce que j'ai aussi apprécié, c'est qu'il nous révèle, qu'il nous donne encore une fois, il l'a déjà fait dans Un homme qui me plaît avec Annie Girardot et Belmondo, un aperçu du métier de compositeur de musique, de film. Et ça, il y a toute une espèce d'histoire autour. Voilà, il nous explique comment on imagine une musique par rapport à un film. Pour lui, c'est important parce que c'est la musique qui crée le film. Et là, on ressent cette émotion. Non, pas du tout, je n'oserais jamais. C'est tellement romantique. Non, mais moi, j'ai trouvé que c'était un beau Lelouch. En tout cas, on passe 2 heures. On est très agréable. Comédie romantique à la française, est-ce que c'est un genre qui existe? Yves? C'est un genre qui essaie d'exister, on va dire, même s'il est fondamentalement anglo-américain. C'est 4 mariages et un enterrement, c'est Notting Hill, etc. Pretty Woman. Style en crise aussi, il faut le dire, là, ces années-ci. Hein. Il y a Judd Apatow aux États-Unis. Ouais, mais c'est de la comédie Laissons romantique très terminer drôle. Yves qui n'a pas dit 2 mots de suite, donc il faudrait qu'il Alors, arrive à articuler une Même pensée. les Belges essaient de se mettre maintenant, avec Lucas Delvaux notamment. Il y a eu L'Arnaqueur avec Romain Duris. À la comédie romantique, mais c'est vrai que c'est un genre qui est un peu difficile, alors qui plaît à Lelouch depuis toujours. Vous le disiez, Estelle, il s'intéresse toujours aux histoires de couple. Là, il a réussi à en créer un beau couple de comédiens, Elsa Zilberstein et Jean Dujardin. Après les couples qu'il avait déjà créés, autour d'Annie Girardot, autour de Catherine Deneuve, etc. Mais surtout, il réussit à créer 2 ou 3 scènes fondamentales entre ces couples, dont notamment celle du dîner, puisque Elsa Zilberstein est donc la femme un peu Madame Bovary, de l'ambassadeur, qui n'est pas vous, cher Olivier, de France en Inde. Et donc Jean Dujardin, ce compositeur, donc artiste, donc, qui évidemment correspond à, dans la psyché populaire, à l'inverse de l'ambassadeur. L'ambassadeur, il est cultivé, mais il est sérieux, alors que le musicien, lui, est censé être débridé et bohème. Débauche. Et donc il y a cette scène fondamentale de leur rencontre, où ils s'asticotent l'un l'autre, où elle l'allume, il se moque d'elle. On voit bien évidemment que leurs destins vont se lier à ce moment-là. Il y a d'autres scènes fondamentales, à nouveau dans le train, quand ils partent chercher la guérison, donc au fin fond de l'Inde. Et puis, évidemment, il y a la scène finale autour de Amma, cette guérisseuse indienne, puisque Lelouch cherche toujours de la spiritualité aussi. Alors là, on est dans le comble de la spiritualité, puisque c'est valider l'idée de cette femme qui existe dans la réalité, qui guérit les maux de l'âme et du corps simplement en étreignant les gens qui, par milliers, viennent se précipiter simplement pour passer 1 minute dans ses bras. Donc on voit bien que Lelouch, en fait, a réuni un peu tous ces univers dans ce film. Bon, 20 minutes de montage en moins aurait donné un peu plus sans doute de rythme et de pêche à ce film. Et très franchement, c'est réussi comme une comédie romantique, effectivement, parce qu'on se laisse prendre par les personnages, par leur histoire. On les suit. Il y a 2 couples, en réalité, puisque chacun détruit son propre couple en créant cet univers. Et le fond, simplement, qui est critiquable, on va dire, c'est de filmer l'Inde, ce sous-continent absolument invraisemblable et incroyable, un peu comme un pays qui est plus celui des bobos que des bodhisattvas. Voilà. Et ça, c'est... Mais enfin, c'est avoué comme étant un décor. C'est exactement, c'est l'aspect très esthétisant, on va dire, qui prend compte de l'Inde tout en l'ignorant. Le pouvoir des arômes, c'est un pouvoir direct sur nos émotions, sur nos souvenirs, à notre
My first love was a guy named Alex. After I lost my sense of smell, he didn't have his smell anymore. That was the most heartbreaking. It is the energy released by the two flowers, and that is truly falling in love. Dans les années 80, John Waters, le pape du trash, du cinéma trash aux États-Unis, avait sorti le film, d'ailleurs, qui est une des plus drôles comédies jamais réalisées, Polyester. Et Polyester était en odorama. Et bon, moi, je ne l'ai pas vu en odorama, mais ça fonctionnait avec des cartes scratch and sniff. Et donc, on pouvait avoir plus d'odeur, j'imagine. Gratter, respirer. Donc, il y a des chiffres qui apparaissent, d'ailleurs, quand on loue, quand on regarde le DVD, il y a des chiffres qui apparaissent. Et donc, c'est le besoin, Il y aurait peut-être pu prendre des mais c'est des le besoin, recettes chez c'est pour John le Waters. propos d'un film sur l'odorat, on renforce, mais c'est pas le même phénomène que la 3D, c'est-à-dire une technique qui se généralise. Mais en fait, le film se vaut. Le film se vaut en lui-même. On n'a pas besoin d'odeur. Parce que moi, je l'ai vu sans odeur, ce documentaire-là. D'ailleurs, il s'appelle Le Nez au Canada. Rien à voir avec Gogol. Et ce qui est fascinant de voir aussi dans le parcours de Kim Nguyen, c'est que c'est un touche-à-tout. Hein, parce que c'est pas un documentariste à la base, c'est quelqu'un qui s'est fait connaître dans la fiction, qui est touché vraiment dans toutes sortes de types de fiction. Le Marais en 2002. Truffe, d'ailleurs, qui est un film très drôle d'anticipation sur un marché de la truffe noire qui se développe dans l'est de Montréal suite au réchauffement climatique. Alors que là, il s'agit de la truffe blanche en Italie. Ouais, donc, il aime beaucoup la truffe, mais c'est vraiment quelqu'un qui est un multitalentueux. Non, pas vraiment. C'est un multitalentueux, Kim Nguyen. Donc, c'est un bon film, mais c'est pas la généralisation d'une technique qui est en train de mettre dans le cinéma. Je ne penserais pas, non. Moi, je partage entièrement votre avis. J'ai vu le film également l'autre jour. Je ne suis pas certain que ce soit le meilleur exemple pour deux raisons. D'abord, effectivement, les parfums qui sont diffusés sont des parfums synthétiques qui ne sont pas toujours extraordinairement de la meilleure qualité. Ensuite, ils ne sont pas toujours à propos dans le film. Ensuite, le film en lui-même, le documentaire en lui-même, je ne sais pas, parle de 50, 60, 70, 80 parfums différents à des moments différents. Donc, on en a le droit à 4. Donc, c'est un peu frustrant pour les autres. Ensuite, c'est presque se tirer une balle dans le pied parce que la mémoire olfactive, on l'a tous. Et donc, même si un parfum n'est pas diffusé, on est capable de s'en souvenir. Et paradoxalement, d'avoir ces 4 parfums qui sont constamment présents pendant le film, ça nous empêche parfois de nous souvenir d'autres parfums. Et c'est vrai que le documentaire en lui-même est passionnant. Il n'a même pas besoin de ça pour être vu. Il faut le voir, c'est passionnant. C'est un voyage en soi. Et puis la dernière chose, c'est exactement ce que vous disiez, Estelle. C'est-à-dire que là où ça ne va plus, c'est que les parfums réagissent différemment en fonction de la peau sur laquelle ils sont appliqués. En fonction de l'atmosphère dans laquelle on se trouve. Donc, diffuser, on va dire, des parfums qui sont génériques, qui sont synthétiques, c'est pas forcément le meilleur exemple. Moi, je suis curieux de voir, puisqu'on parle cinéma, si un jour, on va se retrouver avec des films qui vont utiliser des ambiances odoriférantes, qui ne sont pas directement en lien. On ne va pas nous diffuser du safran parce qu'on parle du safran, de l'ambre grise parce qu'on parle de l'ambre grise, mais simplement qui amène un plus dans le film, dans la compréhension, dans l'atmosphère du film dans laquelle on se trouve. Et vous êtes pour ou contre? Mais pourquoi pas? Mais il faut... Mais alors, je vais vous faire un exemple absurde. Donc on se met tous les 5 ensemble, on va voir le soldat Ryan, et pour accentuer l'impression de terreur du débarquement en Normandie, il y a un type qui vous asperge de sang, d'hémoglobine dans la salle. Non, mais s'il y a l'odeur de la cordite, par exemple, voilà, des obus ou des balles... Moi, je pense que c'est une expérience et qu'il serait bien qu'elle soit limitée. Mais vous savez, Guillaume... Parce qu'il y a un truc aberrant, c'est de vouloir toujours, à travers les œuvres d'art, retranscrire de ce qu'est la réalité d'une expérience humaine. Mais c'est très compliqué. Limitons le propos. Juste une chose, Estelle, je termine. Ce qui va se passer, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on va être fortement influencé dans le cinéma par ce qui se passe dans les jeux vidéo et par la réalité virtuelle. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, l'avenir... J'allais dire malheureusement. Bah oui, malheureusement peut-être, mais c'est ce qui se passe. Oculus Rift, par exemple, ces fameuses lunettes qui nous permettent de voir en 3D, en réalité virtuelle, il y a déjà des films aujourd'hui qui sont réalisés de telle manière à ce qu'on puisse occuper la place d'un personnage. Donc c'est aussi ce qu'on veut le public, avec les IMAX, avec les 360 degrés, avec les fauteuils vibrants, avec tout ce que vous voulez, on veut pouvoir être au cœur d'un film. Et je pense que ça va participer effectivement à l'évolution d'un certain cinéma. It's not a choice anymore. It's more than I need. But you're the best thing that never happened to me. You draw me like a magnet. I tried staying away. But you're the worst thing that always happens to me.
Voilà, Belgica, sorti en salle depuis le 2 mars donc, 2016. Ce film de notre ami Félix van Groningen qui a obtenu le prix de la meilleure réalisation dans la catégorie donc World Dramatic au festival du film de Sundance, donc en janvier dernier, ce qui est donc une récompense. Nous allons mélanger un petit peu les deux, après tout, parce que c'est normal, étant donné ce qui se passe en Belgique, et nous parlons en même temps de ce renouveau. D'abord, est-ce que ce renouveau existe ? Alors, on ne peut pas parler d'une nouvelle vague de réalisation de réalisateurs belges. Je pense qu'il y a des nouvelles vagues, parce qu'on ne peut pas comparer Bouli Lanners avec Joachim Lafosse et Félix van Groningen. C'est des styles très différents. Mais c'est vrai, comme vous avez dit, il y a des nouveaux réalisateurs qui s'assument en tant que Belges, qui filment, qui tournent en Belgique avec des problématiques belges. Et donc, oui, on peut dire que ça, c'est nouveau, effectivement. Alors, Félix van Groningen est flamand, comme vous savez, de Gand, qui est Gent. L'endroit où il filme son Belgica, donc son 5e long métrage. Vous vous souviendrez, mon cher Guillaume, de La merditude des choses, 2009. Alabama Monroe, qui a eu le César du meilleur film étranger et nomination aux Oscars. Voilà, Belgica est son 5e long métrage. Intégralement tourné à Gand. Il y a une unité de lieu, on peut le dire, parce que tout se passe dans un café. Mais en fait, Belgica, c'est un peu le film sur, je ne sais pas comment on dirait Movida en flamand, Oui, Pascal. oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est cette jeunesse dorée flamande qui découvre l'opulence, la richesse, et qui en même temps est totalement hédoniste et va jusqu'au bout de ce que la société permet aujourd'hui avec les différents comportements et puis les différentes substances. C'est le film qui raconte un peu, on va dire, cette movida du moment. Exactement. Est-ce que vous avez aimé ce film? Est-ce qu'il vous intéresse? Est-ce qu'il vous semble traduire justement l'existence d'un mouvement culturel actuellement particulier en Belgique? Alors, je ne sais pas, je serais bien incapable, par contre, de répondre à cette dernière question, parce qu'il faudrait que je connaisse la Belgique mieux que je ne la connais, et la partie flamande encore plus, qui est compliquée. Paradoxalement, j'ai trouvé qu'il y avait presque un côté intemporel dans ce film, même s'il est situé dans une ville et à une époque. Mais les habits sont un peu intemporels. La problématique, c'est un peu sex, drug and rock'n'roll. On a l'impression de retomber 40 ans en arrière parce que finalement... La grande bouffe de Ferreri. C'est un peu le même excès. Le personnage principal roule dans une voiture des années 80. Enfin, il y a un côté un tout petit peu comme ça, on dort du temps pratiquement. Et puis la ville, on ne la voit pas. On voit ce local, le Belgica, à longueur de film, mais on ne voit pas le reste de la ville autour. Donc paradoxalement, c'est complètement ancré, j'imagine, dans une réalité sociale et temporelle actuelle. Mais en même temps, il y a un côté intemporel aussi qui fait qu'on peut facilement, nous, en tant que personnages rentrer dans ce film-là. Et ce que moi j'ai apprécié, il y a un côté presque, alors, outre la patte, c'est un peu long. Voilà. Moi, c'est le seul reproche que je fais au film. C'est un peu long par moment. On aurait peut-être un tout petit peu pu réduire. Puis en même temps, ça nous permet de complètement entrer dans la problématique. Mais ce que j'ai apprécié, c'est à la fois le côté cinématographique, mais sans académisme, sans pédanterie. C'est vraiment filmé de manière magistrale et de manière extrêmement efficace. Puis il y a un côté presque documentaire sociologique. C'est-à-dire qu'on rentre là-dedans. Les personnages, Pascal le disait, sont époustouflants. C'est vraiment des c'est assez proche du cinéma des auteurs de Mammouth, qui sont... Ouais, mais avec un côté encore presque plus crédible, je trouve. Il n'y a pas d'outrance. Moi, j'ai presque l'impression d'assister à un documentaire. Vraiment, Ouais. moi, c'est un petit peu le sentiment. De Lépine et Kervern, on ne sait plus si c'est le scénario, enfin si c'est du documentaire, du road movie, de la fiction absolue. Ils sont un peu sur ce registre-là aussi. Et en même temps sur la pente, limite underground, comme on dit pour employer un mot un petit peu absurde. Mais ça vous a plu? Ah, moi, ça m'a plu. Très Eh franchement, bien, voilà. à part ce bémol sur la longueur du film, voilà, il aurait pu faire 20 minutes de moins, je pense que ça n'aurait pas nuit. Les Juifs ont eu leur part de responsabilité dans la guerre. Regarde les bombes. Lily, il n'y a jamais eu de persécution juive en France. Comment êtes-vous devenu antisémite? Je croyais que vous ne vouliez parler que de mon style. Je voudrais que vous m'expliquiez. Je l'ai défendu contre la terre entière. J'ai engagé mon honneur. Savez-vous ce que nous sommes, Indus? Deux clowns pour une catastrophe. Non, attendez. Mais non, ça serait trop facile. Je t'emmène en enfer avec moi, ordure. Mais qu'est-ce que c'est la littérature? Le contraire de la vérité. Céline est un génie, point barre, d'un point de vue littéraire. Et c'est pour ça que je fais un peu de provocation pour lancer le débat et sa représentation au cinéma. C'est un personnage invraisemblable, mais c'est un génie de la littérature. Vous avez vu le film? Est-ce que vous avez ressenti ce besoin de l'incarnation avec Denis Lavant? D'abord, est-ce qu'il est convaincant, Lavant, dans cette histoire-là? Céline, c'est un immense écrivain, et ce n'est qu'un écrivain. Et donc, il a écrit 2 sortes de livres.
ceux dont vous parlez, que vous avez aimés, genre autour de la nuit, Mort à crédit, L'un château l'autre, etc. Et puis il a écrit les autres livres, 3 autres livres, Les beaux draps, Bagatelle pour un massacre, que je n'ai pas lu, et par contre j'ai lu L'école des cadavres. Donc voilà. Ces livres sont odieux, évidemment. Mais c'est un très grand écrivain pour ces quelques livres que nous citons. C'est immense. Alors, c'est un écrivain et en même temps, c'est un homme qui a eu une vie. Et cette vie-là d'écrivain, qui est une vie assez douloureuse, complexe, elle est impressionnante. Et ce moment, qui est le moment du film, est trop court dans le fond. C'est le défaut du film. Le film, ça se passe en 48, je crois, à Copenhague. Il fallait raconter ce qui se passe juste après 44, après le débarquement. Et quand il est obligé de partir, il va à Sigmaringen, Berlin, Baden-Baden, ça. Et puis il trouve période enfin... fascinante. On revoit tous les gens qui ont été ostracisés par la France et qui se retrouvent entre collaborateurs dans un endroit invraisemblable où il y a des jolies femmes, des mondains, des écrivains. Et notre homme arrive à Copenhague, il passe 1 an et demi en tôle, et là, à ce moment-là, un peu après, il reçoit la visite de Milton Indus, qui est un admirateur juif, universitaire américain, qui veut faire un livre, qui va publier d'ailleurs dans les années 50, qui a été traduit en français. Et là, il va y avoir une relation entre eux, d'échange. Et ce moment-là, dans le film, ça n'est que ça. Donc, il y a 3 bons acteurs. Denis Lavant est un très bel acteur. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas tout à fait, pour ceux qui voient la silhouette de la stature de Céline, tout ça. Et puis, c'est un moment... Le problème de ce film, c'est un film de théâtre, c'est pas un film, voilà. Et il lui fallu raconter ces 3-4 ans d'errance qui mènent à cette rencontre-là, voilà. Et une fois dit ça, c'est quand même formidable d'avoir pris ce risque, et bravo Bourdieu d'avoir pris ce risque. Denis Lavant s'y connaissait parce qu'il jouait déjà... comme Lucchini, comme des tas de gens. Il est Céline, même si il mesure 30 cm de moins que Céline, et que Lucette, elle est un peu plus dégradée dans la vie. Lucette qui est encore vivante, elle n'est pas morte. Oui, bien sûr, absolument. Elle a 103 ans, je crois. Je l'ai rencontrée, mais elle était déjà à l'époque un peu plus dégradée qu'elle n'est là avec l'actrice qui la joue. Géraldine Payas. Voilà, Géraldine Payas. Denis Lavant joue Céline depuis quelques années dans le Off d'Avignon avec, ça s'appelle « Faire danser les alligators sur une flûte de pan ». C'est des correspondances... Ce qui n'est pas facile. C'est un titre québécois. En fait, ça résume bien la vie de Céline. Et il a dit cette chose très juste, à mon avis, sur Céline. Il dit « Céline, et là je le cite, c'est l'homme souffrant, l'homme pris dans sa généralité. » Et est-ce qu'il le rend bien dans le film? Il y a quelques années, j'avais lu ce très, très bon livre qui s'appelle D'un Céline l'autre, donc qui est une compilation de témoignages sur Céline. Et il y a le témoignage de Milton Indus, donc le journaliste américain qui est allé le voir à cette époque-là très précise. Et il parle de Céline, il dit « Il est triste ou plutôt en proie à une mélancolie que contrarie des afflux de tendresse et une énergie constante pareille à de l'optimisme. Il me fait penser à un boxeur punch-drunk qui continue à obéir à la cloche et à venir encaisser des coups par simple habitude musculaire. » Alors, est-ce que c'est bien rendu dans le film, ça? Je pense que oui. Est-ce que c'est un film qui nous fait saisir toute l'ampleur du personnage? C'est sûr que non. Mais pour des aficionados de Céline, c'est intéressant de voir justement cette espèce de jusqu'au-boutisme-là qui est quand même assez bien rendu par l'avant, même si ça confine peut-être à un jeu presque clownesque. Mais vous savez, pour la petite histoire, d'ailleurs, ce qu'on apprend dans ce livre-là, c'est que le fait que Céline ait pu rester au Danemark aussi longtemps, c'est parce que la loi danoise sur les étrangers avait été créée pour régulariser le travail des forains. Alors, c'était pas très bien applicable à les situations, c'est le moins qu'on puisse dire, des étrangers après la guerre. Et donc, c'est quand même un drôle de retour du balancier de voir que Céline est due sa captivité, puis le fait qu'il a été protégé de la loi française à une loi sur les forains. C'est quand même tentant de ne pas courber les chines parce qu'un mec qui décide comme ça, je ne pourrais pas venir. متاسفانه سارا همینطور داره تهدید میشه از طرف کسایی که ما نمیدونیم کیان. Qui a vu le film? Qui l'a aimé? Tout le monde. Magnifique. Pascal. Magnifique. Courez le voir, ce film extraordinaire. Une des scènes les plus émouvantes, c'est à la fin, quand finalement Sarah Najafi réussit à faire le concert, puisque donc son objectif, à la fois en réel et dans le film, c'est d'organiser un concert en Iran avec des chanteuses iraniennes
et des chanteuses françaises. Et à la fin du film, ce concert a lieu. La salle est debout, applaudit et en même temps reprend en chœur la dernière chanson que les chanteuses ont interprétée. C'est émouvant. Et alors cette émotion, vous pourrez la revoir et la revivre bientôt en vrai, à Paris, en septembre, puisque le groupe se reforme et va jouer un concert expressément pour ça. Alors, le film est drôle. Et quelle est la musique qu'on entend, justement? Alors, c'est un répertoire local, iranien, donc c'est-à-dire que les deux chanteuses qui se sont prêtées, à la fois qui ont fait le voyage et puis qui ont pris le risque quand même de participer à ce concert, puisqu'on le voit pendant tout le film, hein, c'est pas gagné d'avance. Donc, Élise Caron et Jeanne Charal interprètent des chansons en perse. Enfin, voilà. C'est des chansons, c'est un répertoire traditionnel composé par Sarah, puisque c'est elle qui a inventé. Et alors, il y a aussi la Tunisienne qui interprète une chanson, et ça, c'est en arabe. C'est un autre moment, évidemment, historique dans ce film, parce qu'il est drôle, c'est un film documentaire, et c'est un comique naturel, totalement réaliste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une scène où, en fait, on voit rien, parce que c'est l'écran noir. C'est Sarah qui va voir les fonctionnaires de la guidance islamique pour les convaincre de lui donner l'autorisation d'organiser ce concert. Et c'est le dialogue qui est entre Sarah et le fonctionnaire qui dit « Mais pourquoi vous n'invitez pas un homme sur scène qui fait semblant de chanter, donc qui serait le prétexte légal pour donner l'autorisation à ce concert, ou pourquoi vous n'organisez pas un concert mixte qui permettrait à nous de vous autoriser le concert ?» Et vous savez que les coulisses, et alors là, c'est la dernière chose, en fait, ni le film ni le concert n'auraient été possibles s'il n'y avait pas eu une coïncidence de date. Et ça, c'est la productrice qui me l'a raconté. Donc, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que le concert a lieu le 19 septembre, 5 jours avant une rencontre historique entre François Hollande et Rouhani, qui vient d'être élu, pour parler du nucléaire. Et donc, les autorités iraniennes ont bien vu qu'interdire ce concert avec la venue d'artistes français allait créer un incident diplomatique. Exactement. Il y a quelque chose de très beau, quelque chose de très beau dans cette scène-là, d'ailleurs, dont vous parlez, parce que c'est pas caméra cachée, c'est micro caché, parce qu'on la voit littéralement. Elle s'habille parce qu'elle est très libérale, mais là, pour aller rencontrer les fonctionnaires, elle s'habille, elle a donc, on pourrait dire, le kit complet, et elle cache donc son micro. Et dans l'extrait, le micro est près de son cœur et on entend, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le film, on entend son cœur battre très, très fort parce qu'elle est évidemment très, très stressée d'aller là. Il y a un moment de grâce là-dedans où on entend le cœur de cette femme-là qui est très sympathique en plus, hein, parce qu'on ne la sent pas revendicatrice. On la sent revendicatrice, mais on la sent pas agressive. C'est vraiment quelqu'un qui défend sa cause d'une manière extrêmement positive. Et il y a quelque chose de beau aussi parce que, vous savez, on a tendance à voir dans nos médias des sociétés monolithiques. Hein. Pour nous, là, évidemment, la société iranienne, c'est Ahmadinejad. Et on se rend compte, quand on regarde, par exemple, le cinéma iranien en général et ce documentaire-là en particulier, que la société iranienne est une société qui est pas monolithique. On a toutes sortes de gens qui s'opposent. On a des gens très libéraux. Et d'ailleurs, j'étais à Austin, au Texas, il y a quelques semaines pour le festival South by Southwest. Et il y avait un activiste gay pour les droits des gays et des lesbiennes iranien qui est maintenant réfugié au Canada, mais qui racontait que dans les années 60, l'Iran était un des premiers endroits où on a reconnu les unions de même sexe. Alors, vous voyez, même avant l'Occident, on avait En tout cas, c'est cet activiste-là qui soulignait ça. Mais sous le Shah d'Iran, c'était une société très libérale. Et donc, encore aujourd'hui, on a ces blocs-là qui se confrontent et le documentaire est un bijou, littéralement. Et nous allons terminer ce premier numéro du meilleur de 300 millions de critiques avec un Zap Culture récapitulant ce qui a rythmé l'actualité culturelle francophone cette saison. Il a fait son temps, il restera avec nous éternellement dans nos pensées. Nous ne l'oublierons jamais. C'est une foule immense qui est venue accueillir la dépouille de Papa Wemba. On est bien triste d'avoir perdu un papa et un grand-père. Michel Tournier, un auteur qui aimait prendre son temps. Un premier roman à 42 ans, Vendredi ou Les Limbes du Pacifique, un succès immédiat. C'était en février 2007, Prince donne le spectacle de la mi-temps au Super Bowl. Et il chante sa fameuse chanson. Pour un flirt avec
toi, je ferais n'importe quoi pour un flirt. Et les flirts, il les enchaîne, accumulant les conquêtes. Cheveux longs et rouflaquettes, l'homme brûle la chandelle par les deux bouts. Une musique contemporaine révolutionnaire. Pierre Boulez, un compositeur qui a inventé une nouvelle façon d'écrire la musique. Voilà, ça c'est mieux. Et maintenant ça aussi. Un air entêtant, joué dans tous les styles. Dès demain, oubliez les histoires d'argent. Le chef-d'œuvre de Ravel appartiendra à tout le monde. Star Wars, le réveil de la force, écrase tout sur son passage avec 6,8 millions d'entrées en seulement 2 semaines d'exploitation. On est à la maison. Ils sont de retour, et pour de bon. Hier soir, les 3 ex-téléphones n'ont pas mis longtemps à raviver la flamme. Des fans anciens et fidèles à son univers à la fois extravagant et mélancolique. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Fatima. Le César du meilleur film français de l'année est décerné à un petit film intimiste, Fatima, de Philippe Faucon. Le Magritte du meilleur film est attribué au Tout Nouveau Testament de Jaco van Dormael. La Palme d'Or revient à Daniel Blake. Il n'était peut-être pas le grand favori, mais le réalisateur anglais Ken Loach aura fédéré le jury avec son film intense et sobre sur le destin d'un chômeur en fin de droit. Dès son arrivée à Montréal, Xavier Dolan s'est présenté serein devant les médias québécois, encore soulagé d'avoir reçu le Grand Prix au Festival de Cannes. C'est pas dur d'accepter la critique. C'est dur d'accepter la cruauté, puis Cannes est un endroit qui est très passionné. Shakespeare, c'est aussi moderne qu'un feuilleton américain. To be or not to be, that is the question. Tous les êtres humains s'y retrouvent et voient leur reflet dans l'œuvre de Shakespeare. Jeu de miroir et fait de lumière, depuis ce matin on ne regarde plus Versailles du même œil. Un nouveau roi s'y est installé, celui de l'art contemporain. Olafur Eliasson, danois de 49 ans, chacune de ses installations attire des millions de visiteurs. Il avait enthousiasmé le Palais des Beaux-Arts jeudi en finale du concours Reine-Élisabeth. À 29 ans, le Tchèque Lukáš Vodraček remporte l'édition 2016 du concours de piano. La chanteuse ukrainienne Jamala gagne le concours avec un refrain chanté dans sa langue natale, le tatar de Crimée. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter un merveilleux été culturel et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du meilleur de 300 millions de critiques. Le soleil au zénith. 20 dans 18. 17 ans à la limite. Je rêve